Je m'appelle Gilles Dubois, je suis neurochirurgien et j'ai eu la chance d'avoir une double formation, c'est-à-dire qu'initialement, je m'étais orienté vers la chirurgie orthopédique, c'est-à-dire la chirurgie de la fonction des membres. Et à la faveur de mon clinica en orthopédie, j'ai eu l'opportunité d'aller en échange inter-CHU. C'était le professeur Decoux de Lille à l'époque, qui était le patron de la Société française de chirurgie orthopédique, qui avait décrété qu'on devait être mobile et aller profiter de l'enseignement d'autres écoles que la sienne. Et donc j'ai eu la chance d'aller chez Raymond Roy-Camille à la Pitié-Salpêtrière en 1981, où j'ai passé plusieurs semaines à ses côtés et à m'imprégner de son savoir. Et donc, lorsque je suis revenu à Toulouse et que j'ai entamé un deuxième assistanat, cette fois-ci en neurochirurgie, je reconnais qu'à l'époque, j'avais la chance de savoir positionner une vis dans une vertèbre telle que Raymond Roy-Camille avait pu l'inventer dans les années 60. Et donc j'ai eu beaucoup d'activités. Or, à l'époque, seule la fusion intervertébrale, c'est-à-dire le fait de bloquer les vertèbres et de les faire fusionner par un apport osseux, était la règle. Quand on avait une pathologie, une déviation, des douleurs, eh bien, le traitement était assez univoque. On bloquait les vertèbres qui étaient source de la douleur. Ça fonctionnait bien sûr, mais c'était aussi avec des inconvénients dans le temps qui pouvaient apparaître plus ou moins vite, surtout qu'à l'époque, on tenait assez peu d'importance aux courbes naturelles de la colonne. On était moins attentif au profil des patients qu'on ne l'est devenu aujourd'hui grâce à des travaux de l'école française qui ont montré, on ne peut que citer Roussouli dans cette affaire, qui a démontré comment le rachis se comportait et qu'il fallait respecter ce comportement en termes de géométrie, finalement. Car ceci explique, en fait, que l'on puisse être debout, en position érigée, et que ça fonctionne bien dans le cadre de la marche, de la course. Voilà. Donc, à l'époque, la réponse était univoque. Et puis, certains auteurs, comme Jacques Sénégas, de l'école bordelaise, d'autres chirurgiens ont proposé de stabiliser la colonne vertébrale, mais sans la fusionner, sans la bloquer, simplement en limitant les mouvements, d'une part, au niveau qui était lésé, et en restituant un certain degré de rigidité segmentaire, telle qu'elle est de façon naturelle dans la colonne vertébrale, qui est à la fois rigide et souple, articulée, car la colonne vertébrale est une succession d'articulations depuis sous la tête jusqu'au sacrum. Et ne pas respecter ces articulations, c'est entraîner des conséquences mécaniques relativement importantes qui vont donc avoir des effets délétères au-dessus et en dessous des zones qui ont été immobilisées, fusionnées de façon définitive. Et donc apparaît un courant qui va proposer de stabiliser sans fusionner, restituer une rigidité proche de la normale pour éviter d'avoir des transferts de force trop importants et qui génèrent de nouvelles lésions pour leur propre compte. Il y a donc une longue période où l'on va tenter de faire admettre que la
stabilisation peut se faire sans fusion. Et de nombreux systèmes ont été proposés, mais petit à petit, après avoir eu une approche purement postérieure, en arrière des vertèbres, on a eu aussi une approche antérieure, c'est-à-dire qu'on a envisagé de pouvoir enlever le disque et le remplacer par quelque chose de mobile. Alors il y a eu bien sûr plusieurs approches, il y a eu toute une période où l'on faisait des prothèses de nucléus, c'est-à-dire des prothèses du noyau du disque, et puis finalement on a fait des prothèses totales de disque, et là encore, les hasards de la vie m'ont favorisé puisque j'ai eu le bonheur d'implanter la première prothèse qui se soit implantée en France. C'était en février 89 et c'était un chirurgien est-allemand, le professeur Schellnack de Berlin-la-Charité, alors que le mur de Berlin n'était pas encore tombé, qui est venu à Toulouse avec son assistante, qui était Madame Karen Büttner-Chance, ex-médaillée olympique de gymnastique, qui était une chirurgienne orthopédique de grande qualité. Et nous avons posé tous les trois ensemble la première prothèse qui se soit posée en France. Jacques Sénégas était venu de Bordeaux car il était passionné de non-fusion et d'autres confrères étaient venus de la région. Et dans les suites donc de cette première, j'ai été amené à poser de nombreuses prothèses de disques, ce qui m'a permis aussi un peu une antériorité pour comprendre les intérêts, mais aussi les limites, parce que ça ne traite que le pilier antérieur. Et donc, ça ne traite pas une éventuelle douleur qui viendrait des piliers postérieurs, qui sont les apophyses articulaires postérieures, lesquelles peuvent être le siège d'une arthrose et donc font mal. Donc, la fenêtre de tir, si j'ose dire, de la prothèse totale de disque est une fenêtre assez ténue. Elle s'intéresse principalement aux incidents discaux initiaux dans l'histoire de la maladie dégénérative du dos, car très vite, lorsqu'il y a un retentissement sur les articulaires postérieurs, eh bien, la prothèse de disque ne remplit plus le cahier des charges. Il fallait donc, parallèlement, elle rend toujours des services, elle est toujours d'actualité, mais parallèlement, il fallait une autre approche qui permettait d'arriver peut-être avant que les lésions ne soient irréversibles, arriver à restabiliser la colonne pour prétendre gagner du temps et reculer autant que faire se peut l'échéance naturelle de la dégénérescence discale ou disco-vertébrale terminale qui se fait chez les personnes les plus âgées, mais qui, de façon naturelle, reste silencieuse. En effet, la majorité de la population n'a pas besoin d'un chirurgien du dos. Donc ça reste bien un phénomène accidentel auquel il faut savoir répondre. Et c'est alors tout le panel des possibilités de stabilisation sans fusion, de stabilisation dynamique qui s'ouvre à nous. Et dont a été un des précurseurs avec le Dynesis. Alors, en effet, le Dynesis, qui était l'acronyme d'une appellation anglaise qui disait Dynamic Neutralization System for Spine, ce Dynesis a eu effectivement son heure de gloire. Il y a eu plusieurs centaines de milliers de dispositifs qui ont été implantés, peut-être un peu trop d'ailleurs, parce qu'en chirurgie, ce qui est fondamental, c'est de savoir respecter les indications. Une bonne indication sur le bon malade donne un bon résultat. Et c'est la raison pour laquelle il faut toujours être très précautionneux dans les propositions thérapeutiques que l'on peut formuler. Le primum non nocere reste vrai. Même en 2025, il faut impérativement protéger les gens et
la stabilisation dynamique est un moyen de protéger la colonne vertébrale, de traiter l'étage concerné ou les étages concernés et de protéger le reste de la colonne. Ce sont des phénomènes de mécanique parfaitement connus, compris et décrits par les ingénieurs, et ces phénomènes mécaniques doivent impérativement être pris en compte quand on répare la colonne vertébrale et quand on veut lui maintenir un certain degré de mobilité, ce qui permet en fait de freiner l'évolution du cours naturel de la dégénérescence disco-vertébrale et amener les gens au terme ultime de l'existence de leur colonne vertébrale dans de bonnes conditions sans avoir jamais à y revenir. Donc, après la période d'Inésis, on a voulu minimaliser les choses, les techniques se sont affinées, il y a eu l'apport de la robotique, de la navigation, le concept de retour à une vie active plus rapide, le concept de réduire l'hospitalisation, tout ce que l'on appelle la RAC, eh bien, est partie intégrante aujourd'hui des propositions thérapeutiques que l'on peut formuler. Donc, minimaliser les gestes tout en étant efficace au plan mécanique, et c'est par exemple le cahier des charges qui peut être rempli par de petits implants, mais qui vont être placés au plus près des centres instantanés de rotation intervertébrale et donc avoir un impact vraiment sur à la fois la restitution d'une rigidité segmentaire et simultanément le maintien d'une mobilité. Il y a un dispositif qui s'appelle l'intraspine, par exemple, et qui, à cet égard, est tout à fait satisfaisant en termes mécaniques et anatomiques. Il permet de rigidifier de façon segmentaire tout en maintenant la mobilité. Il a donc un impact à la fois sur le disque et sur les apophyses articulaires, donc sur le trépied fonctionnel de la stabilité vertébrale. Simultanément, alors que les premières descriptions des techniques très minimales invasives comme l'endoscopie sont enfin arrivées à l'âge adulte dans le rachis, mais c'est un phénomène très récent qui remonte à 4-5 ans, pas plus, alors que les premières approches remontent aux années 60. Il faut toujours un grand laps de temps avant qu'une technique ne fasse définitivement sa preuve, et il en va de même pour les matériels. Entre le jour où nous avons posé la première prothèse de disque et le jour où elle a été validée par la Sécurité sociale en France, il s'est écoulé 10 ans. Entre le moment où on a mis pour la première fois un endoscope dans la colonne, c'était un chirurgien japonais, M. Hijikata, qui avait fait cela dans les années 60, eh bien, il faut attendre 2021 et le congrès de Bordeaux pour voir diffuser cette technique qui maintenant fait partie intégrante de l'arsenal thérapeutique. Donc, il faut beaucoup de patience, de prudence, mais il faut à l'inverse ne se priver d'aucune évolution bénéfique pour les patients. Et certainement, la conservation de la mobilité intervertébrale tout en stabilisant les lésions est certainement une bonne approche thérapeutique pour les gens qui souffrent du dos. Même si elle ne répond pas à toutes les indications. Absolument. La fusion a toujours son... La fusion reste une chirurgie d'actualité car elle est irremplaçable à partir du moment où on est obligé, par exemple, de traiter une fracture. Quand on enlève et qu'on compense la perte de substance d'une tumeur, quand on veut réduire une déformation comme une scoliose, par exemple, infanto-juvénile surtout, qu'on réduit la déformation et qu'on veut la maintenir en place, on est obligé de fusionner une partie
du montage pour que cela dure dans le temps. Donc la fusion reste bien sûr une grande opération nécessaire. Mais dans tout ce qui est pathologie dégénérative du quotidien, la lombalgie, la lombosciatique, eh bien là, il y a la place des stabilisations dynamiques. Et là aussi, il y a tout un panel de techniques et de matériel qui permettent de répondre à beaucoup de cas de figure différents. Et d'ailleurs, les deux se rejoignent puisqu'on a aujourd'hui même la possibilité de faire des systèmes hybrides. Alors, exactement. On peut faire des systèmes hybrides qui associent à un ou plusieurs étages une fixation rigide, une arthrodèse, une fusion et plusieurs niveaux de stabilisation dynamique afin d'assurer en fait une jonction mécanique plus adaptée à la réalité anatomique et surtout à la fonction de la colonne dont on doit maintenir le plus possible la mobilité. Les solutions techniques, elles existent d'ores et déjà via les possibilités donc, que l'on a d'associer fusion et non-fusion. Ça, c'est déjà un concept très riche. Et il y a des dispositifs qui permettent aussi d'associer de grandes libérations tout en maintenant une stabilité. Je pense par exemple au TOPS qui va permettre effectivement de libérer largement, mais aussi de restituer une rigidité segmentaire correcte et qui va permettre en fait de n'avoir pas de conséquences aux étages adjacents parce qu'il préserve la mobilité. C'est un amortisseur postérieur qui vient prendre en charge les contraintes et qui assure effectivement un fonctionnement proche de la normale. Peut-on dire que le TOPS est le pendant de la prothèse? La prothèse est une prothèse de disque antérieur et le TOPS est une prothèse d'arc postérieur. Absolument, c'est tout à fait le cas. Est-ce qu'il est envisageable peut-être un jour de faire les deux ou c'est compliqué? Alors, il y a très longtemps, avec le professeur Jean-Louis Husson, nous avions mis au point une technique de réfection dite du tripode qui nous faisait positionner dans le disque une prothèse de nucléus et en postérieur un système d'inésis qui permettait donc une réfection dynamique du trépied de la stabilité, disque et articulaire postérieur. Bon. Il s'est avéré qu'à l'époque, on a eu des difficultés administratives qui ont fait que finalement les projets ont été abandonnés. Mais déjà, l'idée germait et elle va continuer à germer parce que effectivement, dans un cas, comme tu le dis, on a des prothèses de disque qui fonctionnent très bien. On a des prothèses d'arc postérieur, le TOPS, qui fonctionne très bien. Et il faudrait arriver à faire l'unité, la réfection du trépied de la stabilité, tout en restant dynamique, c'est-à-dire en conservant la mobilité de cette articulation absolument extraordinaire qu'est l'articulation intervertébrale. Alors, il y a déjà, sans que l'on puisse parler de prothèses, mais des systèmes qui permettent de maintenir la mobilité alors que simultanément ils restituent la rigidité, parce qu'ils sont placés au plus près des centres instantanés de rotation, ils permettent par une très légère retention postérieure de décharger la partie postérieure du disque, celle qui va baver dans le canal et provoquer les hernies. Il retend cette zone postérieure, il repositionne les articulaires dans leur segment. Donc elles ont à nouveau une activité... Absolument, et il permet une mobilité conservée avec effectivement un disque qui continue à être fonctionnel sans avoir de hernie puisqu'il a été retendu dans sa partie postérieure et simultanément la partie postérieure de l'implant va absorber les contraintes et simultanément retendre les éléments ligamentaires postérieurs, le fameux tension band postérieur qui permet en fait d'avoir une colonne qui fonctionne normalement alors que au-delà du dispositif, on a pu libérer les racines s'il le fallait, on a pu rouvrir les trous de conjugaison pour libérer les nerfs. Et ce
petit dispositif remplit un cahier des charges important qui est celui d'être le moins invasif possible tout en étant le plus fonctionnel possible. Donc on a aujourd'hui tout un panel de possibilités, de dispositifs qui peuvent être petits, moyens ou plus volumineux, mais dont la démarche intellectuelle est la même, reste commune, c'est préserver la mobilité en intervertébrale, puisque c'est une articulation et qu'elle est faite pour fonctionner. Et en matière de rachis, le bouleversement, c'est qu'on commence à comprendre que moins on la graisse et mieux on se porte, que plus on le décomprime de façon fine et adaptée, et mieux c'est, et que plus on respecte sa mobilité, et moins on a de conséquences néfastes. Et ça, c'est le fruit de l'évolution, et ça va encore évoluer, ça va encore se performer. Parce que demain, il y a tout un champ qui va s'ouvrir à nous, qui est le champ de la biologie. Et on pourra traiter les gens par des injections dans le disque, des injections dans les articulaires. On commence déjà. On met de l'acide hyaluronique dans les genoux, mais aussi dans les apophyses articulaires postérieures. Et il est vrai qu'on arrive à soulager les gens, semble-t-il, de façon plus étendue dans le temps que ce qu'on pouvait faire avec de simples infiltrations. Demain, on aura quelque chose, alors que pour l'instant... Absolument. Alors, oui, alors ça, il y a de gros travaux qui sont faits sur les cellules souches, mais pour l'instant, il semblerait qu'on n'ait pas réussi à bien cerner la totalité du problème. Mais un jour, ça va venir. Et on traitera les gens avec des injections dans le disque. Et on leur donnera X années de vie de bonne qualité sans avoir besoin d'y revenir et sans les opérer. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a une évolution que nous attendons parce que, encore une fois, le primum non nocere de nos ancêtres reste d'actualité. Moins on est nocif pour le patient, pour sa colonne, et mieux il se porte.